Guillaume Duval. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Guillaume, tu es le cofondateur avec Christian Paul du Festival des idées, un festival qui organisera cette année, enfin on y reviendra tout à l'heure, sa troisième rencontre, un espace qui fait justement se rencontrer l'ensemble des acteurs associatifs, politiques, intellectuels, syndicaux de gauche et des écologistes, et dont l'objectif, allez pour le dire vite, c'est de faire converger ces espaces dans la perspective 2022 et tout en faisant émerger des idées nouvelles. Une convergence qui, au moins dans les sondages, ne semble plus vraiment aller de soi. J'ai lu que tu en avais pris connaissance, j'ai lu que tu avais pris connaissance du sondage du JDD puisque tu as réagi sur ton compte Facebook. C'en est fini pour la gauche, elle ne peut plus gagner 2022. Je crois qu'il est un peu tôt quand même pour le dire, hein. Donc, un an avant les élections de 2017, on ne prévoyait pas forcément exactement la situation qui s'est produite. À chaque fois, il y a des surprises et il peut y en avoir. Là, dans le contexte en plus de la crise du Covid, on ne sait pas comment ça va se terminer et quelles vont être les conséquences que les gens en ont tirées. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, la situation ne semble pas très favorable, pour employer un euphémisme, à la gauche dans les sondages tels qu'ils peuvent apparaître aujourd'hui. D'une part, la division qu'on constate aujourd'hui, donc l'absence de candidats communs, l'absence de programmes communs, l'absence d'union en vue des législatives et évidemment aussi. Donc l'absence d'union fait qu'il y a une absence totale de dynamique qui se traduit dans les sondages. Alors, je ne crois pas du tout que ce soit irréversible. Je pense qu'il y a en particulier dans ce pays une énorme quantité de gens qui s'abstiennent et qui ne sont en général pas pris en compte dans ces sondages tels qu'on les commente. Donc, ça reste effectivement une des réserves potentielles très importantes pour les gauches et les écologistes. Mais évidemment, au fur et à mesure que le temps passe, que le temps avance, il y a une urgence de plus en plus forte. Alors, il y a quelques initiatives qui ont été prises ces derniers jours, je pense qu'on y reviendra, mais je crois que c'est extrêmement important que ces initiatives soient des succès maintenant très rapidement. Sinon, effectivement, la dynamique ne pourra pas s'enclencher, en tout cas pas s'enclencher à temps. Tu parles des initiatives, mais quand même encore un mot sur ton regard à toi. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2017 et aujourd'hui? On a vu quand même en 2017 la possibilité d'une alternance qui pouvait être une alternance et une alternative de gauche. Aujourd'hui, elle paraît de moins en moins crédible, ou en tout cas de moins en moins audible. Il y a eu, c'est vrai, une radicalisation vers la droite, je pense, dans l'opinion publique, dans le débat public, hein. C'est vrai que ce sont aujourd'hui plus que jamais les thèmes de droite, voire d'extrême droite, qui dominent le débat public. Il y a dans la sphère des médias une domination de plus en plus écrasante des grands groupes et des médias de droite. Ça se traduit effectivement chez les gens. Ça se traduit aussi, je pense, enfin, ça traduit aussi une certaine forme d'angoisse qui est liée aux crises. C'est vrai que quand on est dans une situation de crise profonde, économique, sanitaire, écologique, comme aujourd'hui, on peut avoir tendance à essayer d'éviter l'aventure, entre guillemets, donc à redouter un peu des changements profonds, brutaux, rapides, etc. Donc c'est vrai que ce sont des forces qui jouent plutôt contre nous, bien que la droite qui est au pouvoir à l'heure actuelle ait particulièrement mal géré cette crise, et tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique, social et démocratique. La gauche, les gauches, les écologistes ont visiblement du mal à en profiter, entre guillemets, pour avancer leur bille, paraître crédible et gagner en audience. Quand on regarde les électorats, notamment dans le sondage du JDD, et les reports de voix à gauche et chez les écologistes, on a le sentiment que la théorie de Manuel Valls, finalement, sur les deux gauches irréconciliables, se vérifie. Le vote socialiste ne se reporte pas sur le vote insoumis, pareil pour le vote écologiste et inversement. Est-ce que ça n'est finalement pas ça la leçon qu'il faut retenir, c'est que Manuel Valls a raison finalement?
Ce serait dramatique s'il avait raison. Je pense que ça reste faux. C'est vrai que les polémiques qu'il y a pu y avoir ces dernières semaines, en particulier sur la question de l'islamo-gauchisme, etc., ont pu raviver certaines plaies, ont pu raviver certaines oppositions. Mais je reste persuadé, et on va y travailler d'ailleurs là-dessus dans le contexte du Festival des idées que tu évoquais tout à l'heure, je reste persuadé que même sur la question de la laïcité de la République, qui est sans doute une de celles qui divise le plus aujourd'hui les gauches et les écologistes, si on discute sérieusement, si on discute respectueusement, si on va un peu au fond des sujets, on n'a pas tant de difficultés que ça à trouver des positions communes. Mais c'est vrai que nos adversaires jouent beaucoup sur là-dessus, jouent beaucoup sur les émotions, l'immédiateté, les réseaux sociaux, les télévisions en continu ne sont pas favorables à un débat public qui soit suffisamment profond, qui soit suffisamment réfléchi. Et c'est vrai que ça joue beaucoup, y compris dans ce domaine. Pour le reste, je pense que sur les domaines économiques, sociaux, donc il y a plusieurs sujets comme ça. Il y a la question de l'Europe qui reste difficile entre différents morceaux de la gauche, mais pour le reste, sur beaucoup de sujets économiques, sociaux, fiscaux, écologiques, qui avaient pu diviser assez profondément la gauche dans le passé entre les uns et les autres, je constate, et chacun constate d'ailleurs, un rapprochement très, très important, une convergence assez forte. Alors après, il y a aussi la gestion des égos. Ce n'est pas simplement des égos, c'est des manières de faire de la politique. C'est vrai que les partis sont aujourd'hui très affaiblis. Les partis pourraient être une structure qui permette de discuter, de mettre des gens ensemble, etc. Mais ce qu'on constate, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à maîtriser, à peser sur le processus, en particulier dans le contexte de la présidentielle. Donc c'est vrai que quand on a des candidats qui partent tout seuls, la plume au vent, en disant suivez-moi, ralliez-vous à mon panache blanc, ça tend effectivement à accentuer les divisions, puisque quand on est parti, il faut se différencier des autres. Quand on n'est pas parti avec celui qui est parti, il faut se différencier de lui. Donc ça crée des dynamiques négatives. Donc c'est pour ça que la question de la candidature commune au présidentiel, la question d'un programme commun est urgente et importante. Justement, tu parlais d'initiatives qui émergent en ce moment. Samedi prochain, ce samedi, à l'initiative de Yannick Jadot, la gauche et les écologistes doivent se retrouver autour d'une table. Il y a une dizaine de personnes et de personnalités qui doivent se réunir. Qu'est-ce qui peut en sortir de ce type de réunion, d'après toi? D'abord, je trouve que c'est une initiative importante. Bon, il y en a d'autres qui sont en train d'être prises et qui vont être connues prochainement, mais ça reste malgré tout une initiative importante, une initiative d'autant plus importante qu'elle vient de Jadot, qui n'avait pas forcément été parmi ceux qui affichaient la volonté de rassembler toutes les gauches et tous les écologistes jusque-là. Hein. Donc, il parlait plutôt d'un espace entre Macron et Mélenchon. Donc, le fait que lui-même ait pris l'initiative d'inviter tout le monde, y compris Mélenchon, est un signe, à mon avis, positif et important, sans doute d'une prise de conscience que si l'arc n'est pas suffisamment large, on n'y arrivera de toute façon pas. Alors après, qu'est-ce qui peut en sortir? Donc, il y a déjà ce qui est sur la table a priori, et j'espère qu'au moins ça, on y arrivera, c'est-à-dire de quoi calmer le jeu, un accord de non-agression, je dirais, des uns par rapport aux autres. C'est pas enfin, ça peut sembler peu, mais au vu de ce qui s'est passé toutes ces dernières semaines, c'est pas forcément inutile et c'est pas forcément négligeable. Au-delà de ça, ce que j'espère, c'est qu'on puisse enclencher un processus à la fois sur le plan programmatique. Donc, il y a des gens qui travaillent dessus déjà
dans le cadre d'une association qui s'appelle 2022 ou jamais, sur le plan pour essayer de dégager un socle commun à la gauche, aux gauches et aux écologistes, et qu'on essaye aussi, que ça permette aussi d'enclencher un processus de départage des ambitions, des candidatures pour la présidentielle. Ça peut prendre différentes formes, une primaire ou d'autres choses, mais qu'en tout cas, on essaye d'enclencher un processus de ce type. Quand on lit Mélenchon qui a écrit à Yannick Jadot pour demander de clarifier aussi l'objectif, les objectifs de cette réunion, et d'ailleurs il décide dans ce courrier de ne, en tout cas il ne veut pas entendre parler d'une candidature unique. Les écologistes veulent aussi organiser visiblement leur primaire, ils y tiennent. Les communistes ont annoncé ce week-end vouloir avancer vers une candidature du Parti communiste français. Bon, quand on est un sympathisant de gauche, on se dit on perd pas espoir, mais quand même, ça paraît mal engagé, non? Oui, c'est ce qu'on disait au début de notre conversation. Les circonstances ont l'air très, très défavorables aujourd'hui par rapport à toute cette perspective. Je pense que l'enjeu, c'est évidemment de créer une pression citoyenne suffisamment forte pour obliger les partis, obliger les personnalités à rentrer dans un processus de ce type. Hein. Évidemment, si les gens de gauche tirent la conclusion de la situation actuelle que de toute façon c'est foutu et qu'il faut attendre 2027 pour avoir une petite chance de faire quelque chose, on n'y arrivera pas. C'est un cercle vicieux. Hein. Donc, je reste persuadé pour ma part que c'est encore jouable, que Emmanuel Macron est plus faible qu'il n'en a l'air. Pour l'instant, il domine dans les sondages parce qu'il est président. Il n'y a pas d'alternative qui se dessine réellement en face, mais on voit bien déjà que dès que Bertrand s'est lancé, il commence à lui piquer un peu des voix et ça peut aller plus loin. De la même manière, je pense que Marine Le Pen est plus faible qu'elle n'en a l'air, c'est-à-dire que beaucoup de gens à l'extrême droite trouvent qu'elle ne fait vraiment pas l'affaire, qu'elle est pas assez présidentiable réellement comme on l'avait vu en 2017 entre les deux tours. Et l'idée qu'il puisse y avoir une concurrence à l'extrême droite n'est pas non plus à exclure, sans oublier ses problèmes judiciaires divers et variés. Donc je pense que rien n'est joué réellement à ce stade, mais c'est vrai que ça va dépendre de ce que les gens de gauche vont en penser. S'ils pensent aujourd'hui que c'est joué et que c'est foutu, ce sera effectivement foutu. S'ils restent suffisamment décidés et mobilisés, et s'ils se mobilisent dans le débat public au cours des prochaines semaines dans les initiatives qui vont être prises dans ce sens, pour faire pression sur les partis, faire pression sur les présidentiables, je crois qu'on peut tout à fait y arriver. En tout cas, les sondages montrent que si on reste dans la dynamique actuelle, on n'y arrivera certainement pas. Personne n'y arrivera, personne ne sera gagnant à ce jeu-là. L'un des principaux enseignements du sondage du JDD, c'est qu'aucun des candidats testés de gauche, en tout cas les candidats de gauche testés, ne battrait Marine Le Pen au second tour. Comment tu lis cette donne un peu nouvelle quand même? Je ne sais pas si c'est une donne Oui, vraiment nouvelle. ma question, c'est où est passé l'électorat de gauche? Jean-Luc Mélenchon, je le disais hier dans la midinale avec Mathieu Gallard, le sondeur de l'Ipsos, Mélenchon, au second tour, était testé à 57% en 2017. Là, il passe à 40 face à Marine Le Pen qui serait à 60. Oui, par rapport à il y a 5 ans, c'est effectivement une bonne nouvelle, mais je pense que c'est une dynamique qui était enclenchée depuis un certain temps maintenant, hein. À la fois la dédiabolisation de Marine Le Pen par rapport à l'électorat de droite, donc le fait que l'électorat de droite ne considère plus que Marine Le Pen comme quelque chose de très étranger, de très menaçant. Donc la droite s'est rapprochée de Marine Le Pen en termes de thématiques et elle-même a fait des efforts pour paraître plus respectable en abandonnant l'idée de quitter l'Europe, quitter l'euro, etc., etc. Et en se recentrant enfin, en étant moins social que dans le passé, donc en rejoignant davantage le positionnement traditionnel du FN, assez libéral en économie, etc. Donc ça joue évidemment. Je dois avouer que pour ma part, c'est plutôt la surprise inverse, c'est-à-dire que j'ai
été plutôt surpris que l'écart ne soit pas plus important. Alors, il est très important pour Mélenchon, donc ça fait quand même 20 points d'écart entre les deux au deuxième tour. Mais tant pour Yannick Jadot que pour Anne Hidalgo, on n'est pas loin. C'est-à-dire que s'il y a vraiment une dynamique qui se crée autour d'un candidat unique des gauches et des écologistes, la perspective de ramener suffisamment de démocrates au deuxième tour pour faire barrage à Marine Le Pen, même si on adopte un programme de gauche qui soit conséquent, qui rompe avec le hollandisme mou du dernier quinquennat. Donc cette perspective-là n'est pas perdue d'avance, au contraire. Et c'est vrai que je pensais pour ma part que le risque était plus sérieux que ça de voir la droite et l'extrême droite faire bloc contre n'importe quel candidat de gauche. J'ai une dernière question pour toi, Guillaume. Est-ce que tu nous confirmes d'abord le maintien du Festival des idées? Une troisième édition aura bien lieu cette année et surtout, quel sera son rôle à ce festival qui fait se rencontrer toutes les gauches intellectuelles, politiques, syndicales, comme je disais tout à l'heure, à quelques mois seulement de l'élection présidentielle? Quel va être son rôle? Si tu me permets, je voudrais répondre à une question que tu ne m'as pas posée avant d'aborder celle-là. Avec plaisir. C'est la question de l'électorat populaire. Donc, ce qui est très marquant dans ce sondage, c'est qu'aujourd'hui, la gauche est éliminée. Tu as déjà dû en parler avec la personne d'Ipsos que tu mentionnais, mais la gauche a beaucoup de mal à mobiliser l'électorat populaire, quel que soit le candidat. Donc là, je pense qu'il y a un enjeu qui reste absolument essentiel, qui est une question de programme, qui est aussi une question de se positionner par rapport à cet électorat, d'avoir des candidats qui acceptent de discuter avec cet électorat, avec ces personnes. Mais je pense que c'est là en particulier que se joue beaucoup la question de l'abstention. C'est-à-dire qu'il faut réussir à mobiliser l'électorat populaire qui s'abstient. Je pense que quand on dit que 45% des ouvriers votent Marine Le Pen, je pense que c'est 45% de la moitié des ouvriers qui disent qu'ils sont prêts à voter. Mais là, il y a vraiment un enjeu central. Alors, pour revenir sur ta question sur le Festival des idées, donc oui, il se tiendra le 9, 10 et 11 juillet prochain à la Charité-sur-Loire, là où nous avons tenu déjà les deux premières éditions. Il se tiendra en présence physique. On souhaite et on vous invite à venir nombreux sur place parce qu'en plus, enfin, si les conditions sanitaires le permettent, c'est quand même beaucoup plus dynamique quand on peut discuter en face à face les uns avec les autres en se voyant. Il y aura quand même évidemment une retransmission aussi, une possibilité d'y assister à distance. Et après, le rôle politique qu'on espère que ça joue. Donc, la situation est très bloquée aujourd'hui au niveau politique, beaucoup à cause de la dynamique des régionales, des élections régionales, où dans la plupart des régions, les partis ont décidé de partir chacun de leur côté ou dans des configurations, en tout cas qui ne sont pas largement unitaires, sauf dans le Nord. Donc, les choses sont un peu bloquées, je pense que jusqu'en juin, si les élections sont maintenues. Après, il y aura une course de vitesse pour l'unité, pour les législatives, pour le programme de gouvernement commun, pour la candidature unique. Donc, sur tous ces plans-là, on espère que le Festival des idées pourra être un des moments de lancement et de force de cette dynamique unitaire avec, j'espère, la plupart des acteurs qui seront présents et qui seront interrogés sur ces sujets-là, et en même temps, effectivement, sur la capacité à dégager, y compris dans ce cadre, des propositions basculantes, entre guillemets, quelques propositions qui seraient de nature à rassembler toutes les gauches et tous les écologistes, et en même temps à convaincre la population que ça peut être une alternative intéressante, pas simplement dans le négatif par rapport à Macron et Le Pen, mais aussi en positif. Merci beaucoup, Guillaume. C'est moi qui te remercie.